Alors bonjour, je m'appelle Maude Robitaille. J'ai terminé ma maîtrise en travail social cet été à l'Université de Montréal. Je suis donc très heureuse de vous présenter ma recherche qui documente le soutien du réseau immédiat apporté aux mères adoptantes à l'international. J'apprécie que c'est une étude qui porte sur le soutien aux mères et indirectement un soutien à l'enfant. Donc, nous allons parler du contexte de l'adoption internationale, le cadre conceptuel, la méthodologie, les résultats, les apports et limites de l'étude et les orientations pour les prochaines recherches. D'abord, en 2017, il y a 153 adoptions internationales qui ont été effectuées au Québec. Depuis 2005, il y a un changement de profil des enfants adoptés à l'international qui s'observe. Lors de la période de leur arrivée, la majorité des enfants présentent des besoins spéciaux. C'est quoi des besoins spéciaux? C'est avoir une ou des caractéristiques suivantes. Donc, avoir des particularités psychologiques, médicales ou développementales, avoir 3 ans et plus à son adoption et être adopté avec sa fratrie dans la même famille adoptive. Il a été documenté qu'adopter plus qu'un enfant, c'est plus complexe qu'un seul enfant. Puis aussi, un enfant qui est adopté à un âge tardif a plus de risques d'avoir des difficultés d'adaptation, d'attachement, d'anxiété et de problèmes de comportement. À cause de loi, l'adoption locale est désormais privilégiée. Donc, plusieurs enfants proposés à l'adoption internationale sont ceux qui ont des maladies ou des caractéristiques qui ne peuvent pas être pris en charge par l'adoption locale. Selon la Société canadienne de pédiatrie, les retards développementaux de la plupart des enfants se résorbent. Précisons que d'après certains cliniciens, le tiers des enfants adoptés à l'international ont des troubles neurocognitifs, psychologiques ou développementaux plus ou moins sévères qui vont persister. Alors, les mères peuvent avoir des difficultés d'adaptation, d'épuisement, d'isolement et de stress. Puis c'est intéressant d'approfondir le soutien qu'elles peuvent recevoir. Donc, au Québec, les services professionnels en adoption et les organismes communautaires de soutien en adoption sont limités et peu spécialisés. Donc, les besoins spéciaux des enfants, les lacunes des services en adoption et le manque de soutien apporté par les proches, ce sont tous des facteurs de risque à l'échec d'une adoption. C'est quoi un échec en adoption? En fait, c'est quand que l'enfant qui a des difficultés va être placé dans une autre famille adoptive ou dans un centre jeunesse, par exemple. 10 à 25 des adoptions vont se solder à un échec. Puis les échecs surviennent surtout durant la période de l'arrivée de l'enfant parce que c'est une période qui a de nombreux défis généralement. À cause des changements de vie soudains et nombreux pour la mère et l'enfant, c'est une période aussi que l'enfant doit développer son lien d'attachement et s'intégrer à sa nouvelle famille. Le soutien procuré par le réseau immédiat apparaît donc important. L'objectif principal de l'étude, c'est de documenter le rôle du réseau immédiat dans le soutien apporté aux mères adoptantes à l'international. Nous avons étudié les 3 premières arrivées de l'enfant au Québec, parce que c'est une période, comme on l'a expliqué, remplie de défis. Puis on a étudié seulement les mères parce que ce sont celles qui apparaissent le plus s'occuper de l'enfant et qui sont le plus vulnérables à la détresse émotionnelle. Puis on a aussi étudié seulement le soutien apporté par le réseau immédiat parce qu'il y a peu d'informations à ce sujet. Il y a un petit peu plus de littérature sur le soutien procuré par les professionnels. Les objectifs de présentation sont donc de connaître les besoins de soutien, les formes de soutien reçues et la satisfaction des mères adoptantes. Maintenant, il est question du cadre conceptuel de notre étude. On a retenu le soutien social. Alors, je vais vous définir quelques concepts clés à cette recherche. D'abord, on s'est intéressé sur le réseau immédiat. C'est qui? C'est l'entourage des mères. Donc, c'est la famille. Ça inclut la fratrie, la famille élargie, leurs parents, puis la belle famille. Puis le réseau immédiat inclut aussi les amis des participantes, les autres parents adoptants qu'elles fréquentent, les collègues et les voisins. On tient à préciser qu'on a exclu le soutien des professionnels, puis aussi que le conjoint fait partie de la famille nucléaire. Donc, il peut faire l'objet à lui seul d'une recherche. Puis c'est sûr aussi qu'il y a d'autres études qui ont un peu plus approfondi le soutien apporté par le conjoint.
Donc, on exclut le conjoint du réseau immédiat pour s'intéresser au soutien externe au couple. Je tiens à préciser aussi que les autres parents adoptants qu'elle fréquente, en fait, c'est différent parce que quand les mères, par exemple, avaient un fort lien affectif, mais que cette personne-là était une amie, mais qui avait adopté, on le mettait alors comme étant un autre parent adoptant. Alors que les amis, ce sont leurs proches qui n'ont pas adopté. Le réseau de soutien, ce sont des personnes susceptibles d'offrir de l'aide ou qui apportent bel et bien de l'aide. Puis, c'est une étude qui a approfondi le soutien perçu, donc d'après la perception des mères. On n'a pas observé les comportements réels de soutien. Puis, le soutien perçu, c'est une composante importante à étudier parce que c'est insuffisant d'avoir du soutien. C'est important que la personne perçoive que les comportements de soutien sont aidants et qu'elle est satisfaite du soutien. Il y a différentes formes de soutien. D'abord, le soutien informationnel, c'est avoir de l'aide à comprendre une problématique, avoir de l'information sur une situation, avoir des conseils et être référé à des ressources. Le soutien émotionnel, ça permet de se confier, d'exprimer ses émotions et se sentir compris. Ensuite, l'accompagnement social, c'est toutes les activités sociales de loisirs et de détente faites avec autrui. Finalement, le soutien instrumental, c'est l'aide concrète et l'aide financière, donc ça inclut le gardiennage et les soins, par exemple, apportés à l'enfant. Puis il y a deux modèles qui sont très pertinents qu'on a retenus. Donc d'abord, le modèle des effets directs du soutien social. Selon ce modèle, le soutien a des effets directs sur la santé physique et psychologique, présents indépendamment du stress. Donc le soutien contribue à avoir une meilleure estime de soi puis un sentiment de stabilité et de sécurité, ce qui favorise un état de bien-être. Ensuite, le modèle d'atténuation du stress. Bien, selon ce modèle, lors de situations stressantes, le soutien permet d'avoir des solutions à ces difficultés et de diminuer l'importance perçue de l'événement stressant. Ce modèle est pertinent pour étudier l'arrivée de l'enfant adopté parce que d'après quelques études, cette période apparaît stressante. En ce qui concerne notre méthodologie, les participants devaient répondre à des critères d'inclusion. Donc, soit être une mère adoptante à l'international, habiter Montréal, Laval, La Naudière, les Laurentides ou les Outaouais. L'arrivée de l'enfant devait remonter à moins de 3 ans et l'enfant devait être âgé de 6 ans et moins lors de l'entrevue. Nous avons donc fait 12 entrevues individuelles semi-structurées avec des mères dans les 5 régions mentionnées. Puis le recrutement s'est fait auprès de mères qui ont participé à la recherche de Poirier et Pagé 2018 et 2020 sur l'expérience de parents adoptifs à l'international. Les mères au moment de l'entrevue avaient de 29 à 55 ans. Il y avait une mère monoparentale, 3 mères qui avaient 2 enfants et 9 autres mères qui avaient un seul enfant visé par l'étude. Puis les enfants, en fait, c'est très important d'expliquer qu'ils présentent un profil différent de la tendance en adoption internationale. Donc, ils venaient d'Asie et d'Afrique. Les enfants à leur arrivée avaient de 9 mois à 4 ans et demi. Donc, 77% des enfants c'était des adoptions précoces parce qu'il y avait moins de 3 ans à leur adoption. Au moment de l'entrevue, il y avait de 30 mois à 6 ans. Donc, il y avait 7 garçons, 6 filles pour un total de 13 enfants parce qu'il y a une participante qui a adopté une fratrie. Puis d'après les mères, aucun enfant n'avait des difficultés majeures persistantes. On a utilisé 2 écocartes. Une écocarte pour identifier l'entourage et ensuite une autre écocarte pour identifier les principales personnes de soutien. Donc, le but des écocartes, c'est de stimuler la discussion, puis les écocartes n'ont pas été un outil qui a été analysé en soi. Puis à la fin des entrevues, il y a une fiche de ressources de professionnels qui leur a été remise pour leur offrir le plus de soutien possible. Mais maintenant, ça va être le temps de vous parler des résultats. Nous avons fait une analyse thématique en utilisant le logiciel NVivo. Donc, les besoins de l'enfant. Les mères décrivent souvent les besoins de leur enfant pour présenter leurs principaux besoins de soutien. Puis elles réitèrent que leur enfant n'a aucune difficulté psychologique ou médicale importante persistante. Donc, un des premiers besoins de l'enfant qui est vraiment distinct aux enfants qui sont adoptés, c'est qu'à l'arrivée, il y a le besoin de faire le cocooning. Ça, c'est-à-dire que de 1 à environ quelques mois,
les mères vont limiter les contacts entre l'entourage et l'enfant et les sorties extérieures pour développer le lien d'attachement avec l'enfant. Puis, c'est seulement les parents qui donnent les soins physiques et les contacts, l'affection à l'enfant. Faut comprendre aussi que l'enfant arrive avec un vécu. Il peut avoir des difficultés d'attachement. Donc, même les professionnels recommandent le cocooning et la majorité des participantes ont fait le cocooning. Ensuite, le second besoin pour l'enfant est de socialiser. Puis ça semble quand même commun aux autres enfants qui sont non adoptés. Donc, les mères trouvent important que l'enfant socialise avec ses cousins pour qu'il se sente moins seul, surtout quand l'enfant n'a pas de fratrie. Puis aussi qu'il grandisse avec d'autres enfants adoptés pour qu'il puisse justement se sentir compris par quelqu'un ayant été lui aussi adopté. Donc, les besoins des mères. Il y a quelques similitudes, il apparaît, avec les mères qui n'ont pas adopté. Donc, les besoins de soutien sont un peu plus nombreux lors des premiers mois, puis ensuite, elles s'adaptent à l'arrivée de l'enfant. Donc, la majorité des mères veulent du répit, donc des plats préparés, du gardiennage, mais seulement quand que le lien d'attachement est solidifié. Par contre, il y a certaines mères qui ne veulent pas de gardiennage parce qu'elles trouvent que leur priorité, même après le cocooning, c'est vraiment de passer du temps avec l'enfant. Puis, elles se disent elles-mêmes comme étant très protectrices. Plusieurs mères ont aussi besoin d'écoute, d'encouragement, d'être validées et rassurées concernant leur quotidien et leurs décisions parentales. Quelques mères se disent inconfortables et réticentes à demander de l'aide parce qu'elles veulent être autonomes, indépendantes et elles craignent de déranger. Puis il y a la moitié des mères qui perçoivent avoir peu ou pas besoin de soutien parce que leur enfant a peu de difficultés et elles se sentent compétentes dans leur rôle de mère. Les principales sources de soutien. Les mères ont identifié des membres de leur entourage. L'entourage identifié, en fait, ce sont leurs familles, les amis, les autres parents adoptants et parfois les collègues et les voisins. Généralement, les mères ont du soutien de plusieurs proches. Leurs principales sources de soutien, ce sont leurs parents et leurs meilleurs amis, suivis ensuite des autres parents adoptants. Les autres parents adoptants, c'est un soutien important pour la majorité des mères parce qu'ils partagent des expériences similaires avec l'enfant et sont leurs personnes de référence concernant l'adoption. Le réseau joue surtout un rôle de soutien informationnel et émotionnel et occasionnellement un rôle d'accompagnement social. Plusieurs mères reçoivent du soutien informationnel de leur famille et leurs amis, donc des conseils et des trucs pour la discipline et l'entrée à la garderie. Puis la moitié des mères disent avoir beaucoup de soutien émotionnel de leur famille et leurs amis qui offrent une excellente écoute et leur permet de se confier. En ce qui concerne les autres parents adoptants, ils ont une excellente compréhension de l'adoption. Ils apportent donc du soutien informationnel et émotionnel spécifique à l'adoption, à l'attachement, la normalité adoptive, etc. Puis ça permet à la majorité des mères de se confier sur leurs défis d'adoption, d'être rassurées et de ne pas se sentir jugées. Puis plusieurs mères font à l'occasion des activités culturelles ou sportives ou du magasinage. Et parmi l'entourage, c'est généralement leur ami qui les accompagne. La moitié disent avoir régulièrement des repas avec leur famille ou plusieurs amis. Puis elles sont accompagnées parfois de leur mari et leurs enfants. La majorité, par contre, perçoivent avoir peu de gardiennage et de répit. Rappelons que le gardiennage a souvent lieu après la première année de l'arrivée de l'enfant, donc après le cocooning. Puis quand le gardiennage est offert, ça provient surtout de leurs parents et parfois de leurs neveux ou de leurs nièces. 3 mères expliquent que leur gardiennage leur permet de faire des tâches domestiques et de la paperasse pour l'enfant, donc ce n'est pas nécessairement un moment qu'elles se reposent. Puis certaines mères reçoivent des repas préparés, de l'aide pour l'entretien de la maison, de l'aide pour le transport, puis des vêtements et des jouets pour l'enfant de la part de leurs parents, leurs amis ou leurs voisins. Il y a différents facteurs qui influencent la qualité et la qualité du soutien et qui appartiennent au réseau. Donc, il y a la proximité géographique puis les valeurs familiales et d'amitié qui favorisent le soutien. Il y a plusieurs proches aussi qui ont de bonnes capacités physiques, ce qui leur permet d'avoir de l'énergie pour aider. Puis avoir du temps pour aider. En fait, plusieurs parents sont perçus comme étant disponibles parce qu'ils sont retraités. Puis la moitié des mères décrivent que leurs amis sont parfois peu disponibles parce qu'elles sont occupées soit avec leur
leurs propres enfants, leur travail, leur vie personnelle, etc. C'est sûr qu'une bonne ouverture d'esprit envers l'enfant adopté favorise le soutien. L'entourage, selon les mères, accueille bien et intègre bien l'enfant et lui démontre de l'affection et de l'intérêt. Il y a la moitié des mères qui disent que leur réseau participe à des lectures et des formations sur l'adoption, ce qui permet une meilleure compréhension de l'adoption et donc un soutien de qualité. Puis, la majorité ont certains membres de leur famille et de leurs amis qui ont des difficultés à comprendre plusieurs aspects de l'adoption, comme le lien d'attachement, la période d'adaptation qui peut être relativement longue, l'enfant peut aussi avoir des retards de développement, etc. Donc, plusieurs mères reçoivent quelques commentaires maladroits de certains membres de leur famille. 3 mères disent avoir un soutien nuisible parce que leurs parents ou leur fratrie ne respectaient pas le cocooning, surstimulaient l'enfant ou étaient trop affectueux. Donc, l'enfant, par conséquent, avait une réaction d'indifférence, d'éloignement et d'anxiété, puis les visites étaient perçues comme étant vraiment stressantes et désagréables. Par contre, il faut nuancer que ce soutien nuisible-là était surtout durant la période de cocooning, donc lors de la première année. Puis les mères disent de faire attention au cocooning, que justement c'est un enjeu important parce que 3 mères expliquent qu'elles se sont repliées sur elles-mêmes et sur l'enfant, puis que ça a occasionné un manque de soutien apporté par les proches. Le faible répit est expliqué selon 3 mères par l'éloignement géographique avec leur réseau. Puis 2 mères expliquent que leurs parents ne pouvaient pas offrir du gardiennage parce qu'il y avait des problèmes médicaux eux-mêmes. Puis finalement, il semble que les mères ont peut-être une pression d'être une mère parfaite. Ça pourrait expliquer que certaines veulent tout faire par elles-mêmes, ont de la difficulté à déléguer et craignent de déranger. En ce qui concerne la satisfaction, la majorité des mères trouvent que leur entourage est disponible, se sentent soutenues et sont très satisfaites du soutien. Il y a seulement 2 mères qui ont une satisfaction mitigée. Elles sont les seules à rapporter avoir peu de soutien, puis elles réitèrent qu'elles expriment peu leurs besoins parce qu'elles ont un désir d'indépendance. Finalement, les mères les plus soutenues et satisfaites du soutien ont tendance à exprimer leurs besoins, puis la majorité des mères disent avoir des besoins et des attentes de soutien comblés par leur entourage. Certaines mères sont plus satisfaites lors de la 2e année de l'arrivée de l'enfant parce que les difficultés de compréhension des proches s'atténuent et elles reçoivent plus de gardiennage. Les bienfaits du soutien. Les mères disent que le soutien leur permet d'avoir un meilleur bien-être, de se sentir plus confiantes dans leur rôle parental, se sentir appréciées par ses proches et que le soutien brise l'isolement pour la mère et l'enfant. Les insatisfactions sont donc peu nombreuses et sont les difficultés des non-adoptants à comprendre l'adoption et le manque de répit. Les mères ont fait des recommandations directement aux mères adoptantes. Donc, elles recommandent de s'entourer de ses proches, d'avoir au moins une personne ressource et d'identifier et d'exprimer clairement ses besoins. Puis d'être proactive, de demander du soutien pour soi plutôt qu'exclusivement pour l'enfant. Ensuite, en ce qui concerne le réseau, c'est de respecter les besoins et les décisions des familles adoptantes, d'apporter différentes formes de soutien et d'être informé sur l'adoption, que ce soit par les parents adoptants ou eux-mêmes. Les apports de cette étude, c'est d'être mieux sensibilisé des défis actuels et besoins de familles adoptantes, aussi de un peu mieux comprendre les bienfaits du soutien qui sont nommés par des mères adoptantes en contexte d'adoption. Puis, c'est d'avoir des pistes d'action pour l'intervention et le réseau pour accompagner les mères à avoir un meilleur soutien. Par contre, il y a des limites. Donc, cette étude a un petit échantillon. Les résultats ne sont pas généralisables parce que c'est une étude qui ne représente pas les mères vulnérables qui ont des défis avec leur enfant ou leur entourage. Et c'est une étude qui porte sur la perception du soutien, donc vraiment qui s'intéressait à l'expérience seulement des mères. Ce qui est très valable, mais par contre, on ne connaît pas l'expérience des pères ou du réseau. Donc, qu'est-ce qu'on recommande pour les prochaines recherches? C'est d'avoir un échantillon plus grand, que le recrutement se fasse auprès de professionnels pour justement mieux comprendre l'expérience de mères qui ont des difficultés avec leur enfant ou des mères d'enfants à besoins spéciaux. On recommande d'interroger l'entourage et les pères adoptants sur le soutien que ceux-ci apportent, de faire des recherches longitudinales, donc quand l'enfant grandit, pour savoir si le besoin et le soutien reçu, c'est différent.
Puis finalement, c'est très important d'étudier l'expérience de soutien des pères adoptantes.